Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette, le podcast consacré au cyclisme sur route. Et cet épisode, ce sera un débrief à chaud, assez rapide de la course en ligne des Jeux Olympiques de Paris 2024, donc qui s'est déroulée ce samedi. Donc la course est terminée il y a un bon quart d'heure et j'avais envie d'en parler. Déjà parce que, bon, je vais vous spoiler le résultat, de toute façon c'était déjà spoilé dans le titre. On a eu un super résultat des Français, avec donc une deuxième place et une troisième place de Valentin Madouas et Christophe Laporte. Et puis j'avais quand même envie d'en parler, vu qu'on a eu une semaine fantastique au JO, où tout le monde a vibré sur plein de sports. Donc là, je me disais, faut quand même qu'on parle un peu du cyclisme, et donc c'est chose faite. On va débriefer rapidement cette course. Donc tout d'abord sur le scénario de la course, on a eu quelque chose qui était assez similaire à ce qu'on pouvait attendre. C'est-à-dire tout d'abord une échappée qui part assez peu dangereuse, avec des coureurs qui sont souvent dans des nations un peu isolées, qui n'ont pas beaucoup de chance d'aller au bout, qui ont pour la plupart, je pense, abandonné même avant la fin des 270 km puisque c'est des coureurs qui sont pas dans des équipes qui évoluent dans le World Tour, ni même souvent en deuxième division. Donc c'est des coureurs qui n'ont pas l'habitude de faire cette distance-là, mais c'est l'occasion pour eux de se mêler la bagarre avec les grands, de passer à la télé, donc c'est super pour eux. Ils ont fait une petite échappée, il y avait 5 coureurs. Je me souviens plus exactement des nationalités, donc je vais pas dire de bêtises. Mais donc une échappée peu dangereuse, ce qui a permis aux équipiers des grands favoris de contrôler. Et donc pour l'instant, au début, c'était Mikkel Bjerg, donc pour le Danemark de Mats Pedersen, et puis Dan Houle, pour les Pays-Bas qui roulaient. Donc Danilo qui a roulé assez vite alors que les Pays-Bas n'étaient plus que trois, parce que les Pays-Bas n'étaient que trois du fait de leur classement UCI. Un peu surprenant, mais bon, ils ont voulu prendre la course en main quand même. Donc Danilo qui a roulé pour les Pays-Bas. Bjerg pour le Danemark, ça c'est un peu moins étonnant puisqu'ils avaient 4 coureurs les Danois. Et ensuite on a Benoît qui les a rejoints un peu après, donc Benoît pour la Belgique. Donc Belgique grande favorite aussi, mais qui a craqué un peu plus tard que les autres pour aller rouler derrière l'échappée, mais qui devait quand même un peu assumer le poids de la course. Donc c'est ce qu'ils ont fait en allant faire rouler Benoît. Et puis ensuite, on a eu dans la vallée de Chevreuse un groupe de contre qui est sorti. Un premier groupe de contre avec Elia Viviani notamment, mais Benili, je crois. Mais bon, voilà, on va pas trop s'épancher sur ce groupe-là puisqu'il a pas fait très long feu. Et un groupe de contre, là, c'était un peu plus important. Par contre, avec des coureurs vraiment de bon calibre qui sortaient juste avant l'entrée en fait dans le circuit parisien. Et donc dans ce groupe, on avait notamment Valentin Madouas pour la France. Donc ça, c'était un très bon coup tactique. On avait Stéphane Kuhn pour la Suisse. Je sais plus qui d'autre. On a Fred Wright pour l'Angleterre notamment. Marco Haller. Marco Haller donc pour l'Autriche. Enfin bref, on avait un petit groupe qui est sorti là, avec Nils Politt aussi pour l'Allemagne. Enfin bref, c'était beaucoup de nations. C'était assez intéressant. Mais il n'y avait pas de Danois. Il n'y avait pas de Néerlandais. Donc ça, c'était un peu plus logique. Et surtout, il n'y avait pas de Belges. Donc ça, c'était vraiment une bonne idée d'être parti dans ce groupe. Donc pour Madouas, c'était vraiment, je pense, que c'est la tactique qui est élaborée par Vauclair à l'entrée. Et là, ils ont eu la chance de se retrouver avec les bonnes équipes à l'avant. Et finalement, ça a durci dans l'entrée du circuit final. Et donc on avait ce groupe qui était un peu devant le peloton, qui avait un peu d'avance, un coup d'avance, et qui a notamment pu anticiper l'attaque de Van Der Poel. Donc Van Der Poel qui a attaqué directement dans la première montée de Montmartre. Donc lui, l'objectif, c'était clair, c'était de se débarrasser des Belges parce que il savait très bien qu'en ayant Remco et Van Aert sur le dos, ça serait compliqué de s'en sortir. De surveiller les deux, c'était vraiment les 3 coureurs les plus favoris. Et donc, Mathieu Van Der Poel a attaqué directement dans la première montée de Montmartre, dans la rue Le Pic. Seul Wout, un peu sûr. Derrière, on a vu qu'il y a des coureurs qui ont essayé de suivre, Alaphilippe, Jorgensen, Skuins, mais ils étaient pas assez forts, hein, très clairement. Il y avait Van Der Poel et Van Aert, et ensuite il y avait les autres. Mais en tout cas, c'était bien joué aussi de la part de Alaphilippe d'avoir suivi, etc. Et ça s'est regroupé, même si Van Der Poel et Van Aert étaient les plus forts, ils ont pas vraiment su s'entendre. Et donc ça s'est regroupé. Et là, dans un moment de flottement, on a eu un contre de Remco Evenepoel. Et donc, à noter qu'à ce moment-là, Pedersen n'était pas dans le groupe de contre qui est sorti avec Van Aert et Van Der Poel, parce qu'il a eu un problème mécanique, ce qui l'a fait rentrer tard dans la montée de Montmartre, il était derrière, donc il n'a pas pu suivre. Donc lui, il était revenu à peu près à ce moment-là aussi. Et Remco n'était pas bien placé non plus, puisque c'était a priori Van Aert qui avait le rôle à ce moment-là de suivre Van Der Poel. Donc Remco n'y est pas allé et Pedersen n'y est pas allé. Mais eux sont rentrés plus tard quand ça s'est regroupé, que ça s'est regardé un peu devant. Et c'est là qu'on a eu le contre de Remco, contre au cours duquel il était encore derrière le groupe Madouas qui lui était resté intercalé entre Ben Illy qui était seul en tête et le peloton dont lequel s'est extirpé Remco Evenepoel. Et donc ça c'était intéressant parce qu'on avait donc un groupe de coureurs sur lequel Remco est venu, qui ont eu eux la chance de s'accrocher à sa roue et d'essayer de tenir le plus longtemps.
Et par contre, derrière, bah, c'était un peu rideau, hein. C'était la tactique parfaite de la Belgique. C'est-à-dire, on met un coureur toujours derrière Van der Poel, quoi qu'il se passe. Et puis une fois qu'il a attaqué, on le contre avec le deuxième coureur, celui qui l'a pas suivi. Et c'est ce qui s'est passé. Donc là, la tactique, c'était d'abord Van Aert qui suivait Van der Poel, puis contre de Remco. Et donc ça a souri à Remco, qui a pu partir. Et je vous avoue, dès que je l'ai vu partir, Remco, en sachant qu'on aurait Van Aert qui serait derrière Van der Poel qui n'avait plus qu'un seul équipier, qui était Van Barle. Van Barle, on en avait parlé, qui avait aussi une santé un peu défaillante. Enfin, il s'était cassé la clavicule 6 semaines, pardon, juste avant le départ des Jeux Olympiques. Donc, c'est-à-dire que c'était pas un Van Barle, pardon, de très haut vol, comme on a l'habitude de le voir parfois sur les championnats du monde, sur Paris-Roubaix. C'était un Van Barle un peu diminué et il n'a pas pu limiter les écarts. Ce qui fait que Remco Evenepoel est monté dans la deuxième montée de Montmartre avec, je crois, 45 secondes d'avance sur le groupe, notamment Van Der Poel. Et là, on va pas se mentir, les carottes étaient déjà un peu cuites à ce moment-là. Et donc, Remco qui en rajoute encore dans la deuxième montée de Montmartre. Plus personne ne peut le suivre, sauf Valentin Madouas. Donc, Madouas vraiment qui a été auteur d'une course incroyable. Il nous avait pas trop rassuré pendant le Tour de France. On l'a vu faire beaucoup d'efforts. On se disait, il se prépare peut-être pour les JO, mais il n'avait pas fait grand-chose dans ce début de saison, Valentin. Et là, il a eu l'opportunité de s'accrocher à la route de Remco et il a réussi à le faire. Et c'est quand même quelque chose de très remarquable parce qu'on a beaucoup de coureurs qui n'ont pas réussi à le faire. Ben Illy n'a pas réussi, Stéphane Kuhn n'a pas réussi, par exemple, Marco Haller n'a pas réussi, donc chapeau Valentin, qui était très fort, je pense, aujourd'hui, et donc qui a réussi à suivre Remco. Et donc on a eu cette configuration de course avec Remco et Valentin Madouas seuls en tête. Ensuite derrière un groupe de contre, c'est-à-dire les battus du groupe qui était en tête avant. Donc il y avait notamment Kung, Marco Haller, tout ça, Vanilli, qui étaient eux les hommes battus. Et ensuite derrière le peloton. Puis après dans le peloton, c'était un peu les portes ouvertes, hein. On s'attendait à ça, c'est-à-dire à une course vraiment très tactique, dans le sens où puisqu'il n'y a pas beaucoup d'équipiers, on peut pas vraiment contrôler la course. Et c'est ce qui a eu lieu. Là derrière, c'était la débandade, plus personne ne roulait. On n'avait plus d'équipiers, mais on voulait pas rouler parce que derrière il y avait Van Aert qui pouvait nous suivre. Et donc là, ce groupe-là était assez vite condamné. Et donc un duel a priori pour la victoire quand même qui s'annonçait entre Madouas et Evenepoel, duel qui évidemment n'était pas très équilibré. Sans vouloir manquer de respect à Valentin Madouas, il n'est pas vraiment dans un coureur de la même trempe que Remco Evenepoel. Et donc Remco, qui était très en forme, s'est débarrassé de Madouas dans la montée de Belleville en plus. Donc qui était même pas la montée la plus difficile, mais clairement je pense que Madouas était au rupteur depuis le moment où Remco en fait tout simplement est rentré sur ce groupe-là. Il a aussi allé jusqu'au bout de la douleur pour tenir le plus longtemps possible. Ça, c'est vraiment quelque chose de notable et franchement, bravo Valentin. Ça, a été très solide d'avoir suivi Remco aussi longtemps. C'est un peu comme quand Lutsenko avait suivi Remco pendant les championnats du monde en Australie à Wollongong, un peu comme Ben Illy, Thomas Pidcock ont essayé de le suivre sur des Ardennaises. Mais bon, il y a un moment où ça craque parce que Remco, c'est une machine à watts. Donc Remco Evenepoel qui s'est envolé vers la victoire, avec derrière Valentin Madouas. Et ensuite, ça a explosé de partout. En fait, il y avait un groupe où il y avait Van Der Poel et Van Aert, et tout le monde s'est échappé de ce groupe, parce que bah, les deux se regardaient, quoi. Donc, dès que Van Aert faisait pas la police derrière Van Der Poel, bah, il y a des autres qui en profitaient pour aller s'échapper. Et donc, on a eu un groupe de contre qui est sorti, notamment avec Christophe Laporte et Matteo Jorgensen. Et ça a été aussi un beau coup tactique de la part de Laporte. Il a vu qu'il y avait un marquage entre Van Aert et Van Der Poel. Il a su s'extirper de ce groupe-là sans pour autant ramener tout le monde sur Valentin Madouas. Et après, on savait qu'il était en bonne position pour régler groupe des troisièmes, on va dire, au sprint. Dans ce groupe, il y avait aussi notamment Matteo Jorgensen. Matteo Jorgensen, très bon et qui est coéquipier de Laporte, donc ça facilite aussi un peu les choses. Donc finalement, donc on avait situation de course, Evenepoel tout seul devant, ensuite Madouas, et ensuite un groupe derrière qui se jouait à la troisième place, et puis encore plus loin derrière, le peloton, on va dire, avec Van Aert et Van Der Poel, mais on savait que c'était déjà foutu pour ça, et de toute façon, Van Aert et Van Der Poel ne se battent pas pour une cinquième place, hein. Pour eux, c'est l'or ou rien, peut-être encore une médaille, mais là, on savait que c'était foutu pour eux, donc ils ont pas insisté, et donc Madouas qui a tenu. Bon, c'était vraiment très difficile, mais il a tenu bon Madouas. C'est aussi dû au travail de Christophe Laporte qui, derrière, dans le groupe, cassait les relais, faisait peur à tout le monde parce qu'on sait qu'il va vite, qui allait chercher les attaques. Donc ça, c'est vraiment un très gros travail de Christophe Laporte, qui a permis à Valentin Madouas d'aller chercher au fond de lui-même et de conserver cette deuxième place. Donc une médaille d'argent pour Valentin Madouas aux Jeux Olympiques et une médaille de bronze pour Christophe Laporte.
Donc Remco Evenepoel qui a gagné la médaille d'or sans trop de soucis, hein. De toute façon, à partir du moment où il était seul avec Medwas, on savait que c'était à peu près plié. Je vous avoue que de mon côté, j'avais quand même un peu d'espoir. C'est un espoir un peu naïf, mais on se dit, il y a un Français en tête, on aimerait bien qu'il gagne. Et là, la marche était trop haute pour Valentin, qui s'est quand même très bien battu. Et donc, Remco Evenepoel qui s'impose en solitaire avec plus d'une minute d'avance, qui se permet de crever devant le Louvre, voilà, changer de vélo devant le Louvre, faire un peu de tourisme. À ce moment-là, c'est marrant parce qu'il était vraiment en panique, parce que vous le savez, les Jeux Olympiques, c'est une course qui se court sans oreillette. Et donc ça, c'est un élément très important, parce que pour organiser la tactique, on n'a pas de directeur sportif qui peut nous transmettre les informations facilement. On n'a pas de communication généralisée entre tous les coureurs d'une même équipe. Et surtout, on n'a pas toujours les écarts. Et là, les écarts ont tardé à être affichés. On a vu un ardoisier qui est passé devant Remco Evenepoel, mais c'était par exemple à 2 kilomètres de l'arrivée, donc là où c'était déjà joué. Et donc on avait un Remco qui était super nerveux, parce qu'il savait pas ce qui se passait derrière, en vrai. Vu qu'il y a quand même pas mal de virages, peut-être que potentiellement il y avait un groupe avec Van Der Poel, avec Pedersen à 20 secondes, mais que lui ne pouvait pas les voir. Donc c'est pour ça qu'il était dans un état de stress assez avancé. Alors que finalement, nous, devant notre télé, on savait que c'était déjà foutu. Il avait déjà une minute d'avance sur tout le monde. Mais donc changement de vélo un peu chaotique, où il engueule ses mécaniciens. Image un peu dommage, mais bon, après, on peut pas lui en vouloir. On comprend qu'avec le stress, on joue un titre de champion olympique, on dégoupille un peu. Et finalement, Evenepoel qui s'impose facilement. Il aura même pas tant bataillé, hein, finalement, parce que il est sorti un peu en facteur. Après le moment où tout le monde s'est regroupé après l'attaque de Van Der Poel, il n'a pas tant appuyé sur les pédales pour sortir, hein. C'est juste que personne ne l'a suivi. Et là, c'est l'erreur tactique peut-être de Mathieu Van Der Poel de ne pas avoir suivi Remco à ce moment-là. Après, il faut dire qu'il avait quand même déjà Van Aert à surveiller, plus Pedersen, pourquoi pas, des mecs comme Alaphilippe, Coq en embuscade. Donc c'est vrai que c'était pas compliqué, c'était pas facile pardon pour Mathieu Van Der Poel de suivre tous ses coureurs. Mais bon, c'était sûr que ça allait être le cas, hein. De toute façon, une équipe de 3 coureurs et puis dont un coureur qui est pas trop en forme et puis un pur équipier en la présence de Danoul, bah, c'était sûr que Van Der Poel allait se retrouver avec le poids de la course. Je pense qu'il a fait la bonne chose en attaquant dès le début. Il fallait de toute façon qu'il se débarrasse de l'un des deux Belges, c'était certain. Au début, ça a fonctionné, hein, puisqu'il a réussi à se débarrasser de Remco, et puis Remco n'allait pas rouler sur le groupe où Van Aert était. Mais finalement, ça s'est pas assez entendu, c'est revenu. Et puis il s'est fait contrer, et il a pas suivi. Donc une erreur à ce moment-là. Je pense qu'il avait les ressources quand même pour aller suivre Remco. À mon avis, Van Aert, Remco et Van Der Poel avaient à peu près le même niveau intrinsèque, et ils étaient clairement au-dessus du reste. Peut-être Pedersen dans un échelon juste en dessous, mais clairement c'était les trois plus forts. Ensuite, on va dire peut-être Pedersen et peut-être deux, trois autres coureurs, mais bon. Et ensuite, dans un autre échelon, les Français. Peut-être que Laporte était aussi fort que Pedersen, je pense. C'est simplement que Laporte, son rôle, on le savait très bien, c'était d'être en backup de Julien Alaphilippe. Et je vais me permettre un petit commentaire sur la tactique des Français, puisqu'on a parlé déjà de la tactique des Néerlandais, qui eux ont fait ce qu'ils pouvaient, mais Van der Poel n'a pas pu suivre Remco. Soit une erreur d'inattention, soit il était trop court à ce moment-là. Les Belges ont super bien joué, hein, très clairement. Benoît qui a fait son rôle de super équipier. Steven qui n'a même pas vraiment été utilisé. Alors que ça aurait pu être une carte si jamais ça se regroupait plus tard dans la course. Mais vraiment, le binôme Van Der Poel, Remco Evenepoel a terrassé Mathieu Van Der Poel. Et la France, elle, a super bien joué. Donc déjà, on a parlé de ce coup d'anticipation avec Valentin Madouas. Je crois que d'ailleurs, il y a des coups qui étaient partis avant, qui n'ont pas abouti, dans lesquels Kevin Vauquelin était imité. Donc franchement, super tactique des Français. Le coup dans lequel Madouas était, il fallait qu'on en soit. Donc ça, c'était parfait. Et ensuite, Alaphilippe qui attaque pour essayer de suivre Van Aert, etc. De toute façon, si on voulait jouer l'or, il fallait qu'on fasse attaquer Alaphilippe. Alaphilippe qui était bon, mais qui a pas les jambes de ses meilleures années, de 2018 à 2020, on va dire. Il a fait de son mieux aussi. Il a joué son rôle, il a attaqué quand il pouvait. Il a pas réussi à lâcher les autres, mais c'est ce qu'on attendait de lui. Et puis Christophe Laporte, toujours ce rôle un peu de chien de garde. On sait qu'il est très rapide, qu'il est très solide. C'est simplement qu'il est peut-être un peu trop léger pour lâcher des gens dans des attaques, mais il suit tout le monde, puis il règle les gens en sprint, donc c'était vraiment un rôle joué à merveille. Il a cassé énormément de relais derrière Madouas, il a fait très peur. Donc une équipe de France vraiment tactiquement parfaite. Euh, le fait aussi qu'on n'ait pas roulé derrière l'échappée, on n'a pas cherché à assumer le poids de la course, et on avait bien raison, puisqu'on n'était pas favori. Il y avait des équipes qui avaient des lignes de départ assez proches de la nôtre. Si on regarde par exemple le Royaume-Uni, ils avaient une très belle équipe, hein, Fred Wright, Stephen Williams, Joshua Tarling, Thomas Pidcock.
sur le papier, c'est une équipe qui est à peu près du même niveau que celle de la France, et pourtant ils ont rien su faire. Si on regarde aussi, par exemple, le Danemark avec Pedersen, avec Skelmose, bon, Pedersen a eu un petit problème technique, pardon. J'ai fait un petit lapsus, mais Skelmose, on l'a pas vu. Donc franchement, l'équipe de France, niveau tactique, c'était brillant, tout simplement. Je pense que c'était même probablement mieux joué que la Belgique, parce que la Belgique a très bien joué, mais la Belgique avec des coureurs plus forts. Et donc la Belgique a très bien joué, mais pour eux, c'était vraiment un vrai objectif d'aller chercher l'or, et ils étaient favoris, au même titre que Van der Poel. C'était soit la Belgique, soit Van der Poel. Et nous, eh ben, on avait des coureurs qui n'étaient pas forcément très bien taillés pour aller chercher quelque chose. Donc on s'en sort avec une médaille d'argent et une médaille de bronze. Franchement, chapeau Thomas Voeckler, chapeau tous les coureurs français. Julien, Kevin, mais surtout Christophe et Valentin. Donc je pense qu'on pouvait pas aller chercher mieux. Donc bravo messieurs, franchement. Alors là, je suis désolé, c'est le moment où j'ai pas fait trop d'éloges à Remco Evenepoel, parce que je pense que déjà il m'agace un peu. Je suis désolé. Je suis désolé de le dire, mais il a un petit côté un peu agaçant de temps en temps, un peu prétentieux, mais bon, il est très fort. Il est allé chercher sa victoire avec les jambes, il y a rien à dire. Mais j'ai quand même l'impression que ça aurait pu être Van Aert à sa place, et ça m'aurait fait un petit peu plus plaisir, pour être honnête. Tout simplement, si c'était Remco qui avait suivi Van Der Poel pendant la première attaque et que c'est Van Aert qui avait contré, et ben, on aurait très bien pu inverser les rôles, et je pense que dans les jambes, les deux étaient à peu près au même niveau. Donc, ça aurait pu être l'occasion pour Van Aert de suivre enfin son destin et d'aller chercher un titre à la hauteur de son talent. Mais encore une fois, ça n'a pas été le cas pour lui. Il a subi la course d'équipe, mais bon, c'est aussi grâce à lui que la Belgique gagne. Je pense qu'il est au moins autant acteur que Remco dans cette victoire, puisque je vous le disais, c'est lui quand même qui était très fort, qui a toujours allé suivre pardon, les attaques de Mathieu Van Der Poel, là où tout le monde lâchait derrière. Donc Van Aert qui montre qu'il était vraiment à un niveau stratosphérique, tout comme Mathieu. C'est simplement que bah, dans la tactique, c'est pas lui qui pouvait gagner sur cette configuration-ci. Je pense aussi qu'on a mis Van Aert en suivi de Van Der Poel parce qu'il y a aussi un petit passif entre les deux. Et on savait que si Van Aert était dans la route de Van Der Poel, ça allait vraiment l'enquiquiner, peut-être plus que si c'était Remco. Et puis Remco, donc, qui a profité de cette tactique, qui est sorti à un moment où c'était pas très dur. De toute façon, il est sorti en facteur un petit peu, je vous le disais. Après, il a su appuyer sur les pédales pour envoyer les watts et garder autant d'avance. Donc vraiment un grand champion Remco Evenepoel. Et puis super bien joué de la part de la Belgique. Franchement, rien à dire. Une tactique maîtrisée. Si on regarde le classement au final de ces Jeux Olympiques, donc on a Remco Evenepoel devant Madouas et Laporte. Et donc Madouas a 1,11, Laporte a 1,16, donc Valentin Madouas qui garde sa deuxième place pour 5 secondes. Franchement, un exemple d'abnégation. Donc 1 minute 11 et un Remco Evenepoel, c'est dire l'avance qu'il avait. Et il aurait pu se permettre de crever 5 fois et il serait quand même encore en tête. Bon, pas 5 fois parce qu'il avait pas 5 vélos de rechange, mais vous m'avez compris. Et la quatrième place, c'est Attila Valter, donc ça c'est assez surprenant. Devant Tom Skynes, Marco Haller, donc Marco Haller qui fait sixième en étant sorti dans le groupe de contre. Marco Haller qu'on n'attendait pas, une belle sixième place pour l'Autriche, bah même une belle quatrième place et une belle cinquième place pour la Hongrie et pour la Lettonie. Stefan Kung qui fait septième. Donc Stefan Kung, moi je vous en avais parlé, je trouvais que c'était un profil qui lui convenait bien. Mieux qu'Hirschi, pourtant Hirschi était mieux coté par les bookmakers, mais Hirschi lui finit 16e, donc ça prouve, bon c'est aussi lié à la tactique très particulière de cette course, mais ça prouve aussi que Stefan Kung c'était vraiment un profil qui lui convenait. Tratnik 8, Jorgensen 9, Jorgensen vraiment très fort aussi, hein, qui a bien joué la carte pour les États-Unis. On n'a pas trop vu Brandon McNulty, mais bon, Jorgensen était au rendez-vous. Ben Illy, 10e. Illy qui a fait beaucoup d'efforts, qui était très fort, mais je pense qu'il est parti trop tôt. C'est peut-être le seul écueil qu'il a eu. Alaphilippe qui fait 11e. Donc Alaphilippe qui a joué aussi la strate d'équipe dans le groupe de contre avec Christophe Laporte. Donc bravo Julien, tu mérites tout autant ce podium que tes camarades. Et puis finalement Van Der Poel 12 et Pidcock 13. Donc eux qui ont été un peu les malheureux de cette tactique qui s'est mise en place au fur et à mesure de l'épreuve. À noter que les Danois, première place Skelmose 17e, Pedersen 20e. Bon après je pense qu'il y a aussi une partie de relâchement à partir du moment où on savait que c'était gagné pour Remco Evenepoel. Tout le monde ne jouait plus le classement de la même manière. C'est pour ça que Van Der Poel est 12e et pas deuxième ni troisième, je pense. C'est pour ça que Pedersen est seulement 20e. C'est pour ça que Van Aert, on le voit figurer encore plus loin. Van Aert, il a fini combienième? Il a fini 37e de cette course. Donc ça montre bien que là, il y a un moment où peut-être qu'on s'est un peu désintéressé de la course.
Mais donc, bravo à la Belgique qui a su profiter de cette tactique pour gagner. Bravo à la France qui a été vraiment magistrale. Et aussi, bravo aux petites nations qui ont su jouer leurs cartes. Donc je pense à ceux qui font 4, 5, 6. Attila Valter, Tom Skynes, Marco Haller. Un petit chapeau aussi à Yambalion Sambayar de la Mongolie, qu'on a vu un moment à l'avant. Donc bravo à lui de s'être montré dans cette course qui était vraiment d'un niveau très relevé. Et puis pour finir, je voudrais dire quand même, c'est que moi je reste un petit peu sur ma faim malgré tout. Parce que en fait la décision s'est prise trop vite. On aurait bien aimé de la bataille dans toutes les ascensions de la côte de Montmartre. Mais on savait que les Jeux Olympiques, ça allait être une course plus stratégique que physique. Et c'est ce qui a été le cas. Et malheureusement, le spectacle n'a pas duré assez longtemps. Mais c'était une superbe épreuve en tout cas. Il y a eu du public partout, des images vraiment époustouflantes, notamment devant le Sacré-Cœur avec tous ces gens amassés dans la montée de la rue Le Pic. C'était formidable. Donc bravo aux organisateurs des JO pour cette course-ci. Et puis profitez bien de la fin de ces JO. C'est vraiment l'occasion de vibrer devant plein de sports différents, de vibrer devant du ping-pong, devant de l'escrime, j'en sais rien, devant plein d'autres de la natation évidemment pour les Français, mais profitez bien de cette dernière semaine des JO. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. À mon avis, ça sera sur la Vuelta, mais restez connectés. Et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette course. Salut!